Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations sur Monaco Info. Voici les titres de ce lundi 18 décembre. Les commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III se poursuivent en principauté. Les expositions hommages sont toujours à découvrir un peu partout dans Monaco. Un ouvrage revient également sur le règne du prince bâtisseur, il s'agit des Annales monégasques. Nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité Thomas Blanqui, adjoint au directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier. Puis nous irons faire un tour du côté du secrétariat du Père Noël où la Poste Monaco donne un coup de main à l'homme au costume rouge et à la barbe blanche pour répondre à tous les enfants sages qui lui ont écrit. Dans ce journal également du tir à l'arc avec la coupe de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco à l'espace Saint-Antoine, et du basket avec le portrait de Peter Corneli, joueur de la Rocatine qui a déjà séduit l'ensemble du public de Gaston Médecin. Et à la fin de ce JT, notre rubrique Ceux qui font Monaco nous emmènera du côté de Fontvieille chez une enseigne qui propose de la street food, Lanka Snacking. Voilà pour les titres de votre journal. Avant de les développer, regardons ensemble ces images tournées aujourd'hui. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a partagé un moment avec les membres de l'amicale des aînés monégasques. Accueilli par Michel Brigol, la présidente de l'amicale, le prince souverain a partagé un déjeuner au Méridien. Créée en 1950, l'amicale des aînés monégasques apporte un soutien à la fois moral et matériel aux personnes âgées de la principauté. Rappelez-vous, cet été, c'est la princesse Charlène qui avait honoré de sa présence pour le bal de l'association au marché de la Condamine. L'actualité en bref, c'est également ce concert de Noël à l'église anglicane de Saint-Paul. Les Nine Lessons and Carols, regroupant des chants de Noël, a été célébré dans l'édifice de l'avenue de Grande-Bretagne, en présence de plusieurs personnalités, dont le prince Albert II. Il s'agit d'une tradition outre-Manche communément associée au King's College de Cambridge et qui daterait de 1880, tradition respectée donc également en principauté. Et puisque nous parlons de tradition mais aussi d'histoire, vous le savez, cette année 2023 marque le centenaire de la naissance du prince Régnier III. Plusieurs événements sont toujours en cours pour mettre à l'honneur les différentes facettes de celui qui régna pendant plus de 55 ans en principauté. Un ouvrage revient également sur la vie du prince Régnier III, il s'agit des Annales monégasques, un choix évident pour les auteurs de la publication des archives du Palais Princier. Bonsoir Thomas Blanqui. Bonsoir Émilie. Vous avez collaboré à l'élaboration de ce numéro 47, consacré donc au prince Régnier III. Ce n'est pas la première fois que les Annales monégasques mettent en valeur celui que l'on surnommait le prince bâtisseur. Effectivement, il y a eu en 99 un numéro entièrement consacré au prince Régnier III, c'était le numéro 23. Nous étions alors à l'époque du 50e anniversaire du règne de Régnier III, donc c'était vraiment l'occasion de faire un album entièrement consacré à Régnier III. Et aujourd'hui, l'occasion, c'est le centenaire de sa naissance, et donc effectivement, de nouveau, l'occasion de présenter des images d'archives, de revenir sur l'ensemble du règne de celui qu'on appelle le prince bâtisseur. Et est-ce que l'on va retrouver des similitudes avec le numéro 23 dont vous venez de nous parler, le numéro qui vient tout juste de sortir ? Non, pas du tout, parce qu'en réalité, 1999, c'était un numéro effectivement qui prenait la forme d'un album. Aujourd'hui, c'est un numéro qui produit des articles de recherche avec effectivement plusieurs articles qui présentent des études totalement nouvelles sur des pans inexplorés encore de l'histoire du règne de Régnier III. Je pense à l'article sur Jacques Rueff, qui était son premier ministre d'État, ou bien sur sa politique postale, philatélique, la transposition de l'exposition qui s'est tenue au Palais. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau et de totalement inédit. Et on se rend compte donc que grâce à ce travail de recherche, l'histoire de la principauté n'a pas encore révélé tous ses secrets. Comment avez-vous travaillé sur l'élaboration de ce numéro ? Alors vous savez, chaque numéro des Annales rassemble un certain nombre d'articles qui sont le fruit du travail de plusieurs personnes qui travaillent chacun de leur côté et qui sont ensuite rassemblés, corrigés, édités, maquettés avec des images qui viennent souvent du fond d'archives, du fond des archives du Palais, mais pas seulement. Et il y a aussi cette année, la particularité, c'est l'exposition
l'exposition Un prince chez lui, qui est une exposition qui avait été, dont le commissariat avait été assuré par Thomas Fouilleron, le directeur des Archives du Palais, et Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco. Et c'est un travail donc collégial en l'occurrence, qui a pris une bonne partie de l'année, et qui ensuite a été transposé en fait sous forme d'article. Donc il y a vraiment plusieurs manières de faire, mais on peut pas donner un mode opératoire unique, si vous voulez, pour ce numéro. Et justement, qu'est-ce que le lecteur va pouvoir découvrir dans ce dernier numéro des Annales monégasques ? Écoutez, le fil rouge, c'est vraiment le règne, ou la vie en fait, la vie entière du prince Régnier III, puisque on a même son enfance est abordée à travers le prince chez lui, c'est-à-dire le prince qui naît au palais de Monaco, qui grandit en particulier à Monaco, mais aussi à Marchais, par exemple, dans le domaine familial. Il y a sa politique, il y a ses passions avec la mer. On a un article sur les yachts du prince Régnier III. C'était un amateur d'excursion maritime. Donc le fil conducteur, c'est la personne de Régnier III dans son intimité, dans son aspect politique, dans tous ses aspects. Et je crois savoir qu'il y a aussi une partie consacrée à la philatélie. C'était l'une des passions du prince Régnier III. Oui, vous avez raison. Régnier III était un vrai philatéliste, un philatéliste pointilleux, sourcilleux, qui passait énormément de temps à examiner les maquettes des timbres qui lui étaient soumises. Il disait que le timbre était en quelque sorte l'ambassadeur d'un pays et de plus le moins onéreux. Donc, si vous voulez, il avait cette volonté d'afficher l'image de Monaco à travers le timbre. Le timbre part de Monaco et voyage, donc présente une première image de la principauté. Donc, il avait ce souci-là. Et on a un article là-dessus qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'on voit à quel point il s'attachait aux détails et à quel point les timbres émis à l'époque lui doivent finalement leur forme la plus aboutie en réalité. Eh bien, merci beaucoup Thomas Blanqui d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion de la sortie aujourd'hui du numéro 47 des Annales monégasques, numéro consacré donc au prince Régnier III. Merci. Merci beaucoup et au revoir Émilie. Et précisons que ce dernier numéro est disponible chez tous les bons libraires, en kiosque mais également sur internet au www.annales-monégasques.mc. Allons faire un tour à présent du côté du secrétariat du Père Noël qui a reçu encore cette année de nombreux courriers. Bien occupé à préparer la livraison des cadeaux la nuit du 24 décembre, l'homme au costume rouge et à la barbe blanche peut compter sur le soutien de la Poste Monaco puisqu'elle est en lien direct avec celle du pôle Nord. Émilie Terrasson et Jean-Alexandre Dordet sont allés dans les bureaux des lutins monégasques en charge de répondre aux courriers des enfants. Cher Papa Noël, je m'appelle Jade et j'ai 8 ans. Je ne suis pas sage tous les jours, mais je te promets de faire un effort. Tu trouveras quelques idées pour mes cadeaux de Noël dans l'enveloppe. Gros bisous, Jade. Comme Jade, plus de 1500 enfants ont déjà envoyé leurs lettres au Père Noël, qu'elles soient à destination de la rue du Ciel étoilé ou encore de la route des nuages. Chacune d'elles arrive ici, dans les bureaux de la Poste. Nous traitons, comme tous les courriers de la principauté, ce type de courrier que nous mettons à part, puisque c'est vraiment un service alloué et dédié au secrétariat du Père Noël, puisque c'est en partenariat avec la Galerie Métropole. Donc chaque jour, nous avons un agent de collecte qui va sur place pour récupérer les lettres qui ont été adressées au Père Noël. Et après, nos lutins vont prendre le temps de répondre. Depuis 17 ans, les assistants du Père Noël de Monaco ouvrent les lettres et lui transmettent les envies des enfants sages. Il y a toujours un même engouement, il y a toujours un magie, on a toujours une certaine forme d'émotion, un retour à l'innocence, si je peux dire, quand on voit le contenu des courriers avec j'ai été très sage, mais donner un peu des cadeaux pour ma petite sœur ou pour les enfants qui en ont moins, on voit quand même un élan de générosité dans ces fêtes de Noël et on retrouve un peu cette magie à travers le courrier des enfants, sachant qu'on a également de très grands enfants, puisqu'on a une personne qui nous a adressé une lettre, elle se reconnaîtra sans doute, qui est en maison de retraite, et on a des personnes qui disent en fait je suis resté un grand enfant. Pour les enfants qui le souhaitent, il reste encore quelques jours pour déposer dans une boîte aux lettres de la Poste sa lettre au Père Noël pour espérer recevoir une réponse. Mais ne tardez pas trop quand même car le réveillon de Noël, c'est ce dimanche. En sport, l'espace Saint-Antoine accueillait dimanche la 16e édition de la Coupe de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco. 200 archers venus de France et d'Italie se sont affrontés toute la journée pour tenter de remporter les coupes, mais aussi de décrocher son billet pour la Coupe de France. Le reportage d'Émilie Flamin et d'Alban Gingembre. Armés, visés,
lâchés. 200 archers se sont affrontés avec précision pour la 16e édition de la Coupe de tir à l'arc monégasque. Une compétition qui a du succès chaque année. C'est une très belle compétition parce que déjà elle est homologuée Target. En plus, elle est qualificative pour les championnats de France. Et ensuite, comme vous pourrez le voir à la fin, à la remise des prix, nous avons de très belles coupes. C'est bien doté. Nous faisons une petite animation au cours de la compétition où on offre des jolis cadeaux. Et on est très bien reçu à Monaco, donc cette compétition est très prisée des archers. On le reconnaît avec son bonnet rouge. André joue à domicile pour la 7e fois et pour lui, c'est toujours un plaisir. Je fais partie d'un club et en tant que tel, il faut participer, il faut aider les autres, il faut préparer le terrain, il faut retrouver les amis des autres clubs, de notre club. Pour la petite histoire, cette année, je suis le roi de la compagnie, donc je me dois d'être là aussi. Et puis, c'est vraiment un plaisir de tirer. Lui participe pour la première fois à cette compétition, mais Cameron, du haut de ses 11 ans, est loin d'être débutant avec 6 ans de tir à son arc. Ça me sert à faire plusieurs scores et les scores, plus on en fait, mieux c'est pour nous parce que ça va nous permettre de nous qualifier pour les championnats de France, les championnats régionaux. L'an dernier, j'avais déjà participé aux championnats de France. J'avais eu du stress, mais c'était bien quand même. La prochaine compétition aura lieu à Mouansartou le 7 janvier. En basket, la Roca Team a fait le show dimanche à Gaston Médecin en ne laissant aucune chance à la chorale de Roanne en championnat. Une victoire collective à laquelle on peut associer l'un des chouchous du public, Peter Corneli. Arrivé cet été sur le rocher, l'intérieur de l'AS Monaco Basket a su séduire le cœur des Monégasques. Une équipe de Monaco Info est allée à sa rencontre pour le connaître un peu mieux. Et d'ailleurs, Petre ou Peter, l'intéressé vous répond dans ce reportage signé Yannick de Bever. On va dire Peter, Peter, même si c'est vrai que mon prénom s'écrit du coup PETR, tout simplement parce que ma mère est tchèque et donc je suis aussi à moitié tchèque. Pour le coup, ma mère m'a toujours appelé Peter aussi, donc tout le monde m'appelle Peter, mais ça s'écrit comme ça. Chez les Corneli, le basket, c'est dans les gènes. Peter grandit en Alsace, entouré de parents anciens joueurs de haut niveau et sa grande sœur Jodie, désormais joueuse de l'équipe de France 3-3. Un cadre plutôt favorable. Il n'y avait pas 36 000 choix différents, hein. C'était soit volley, soit basket, soit ma mère voulait aussi pourquoi pas du hockey sur glace. Donc je suis très bon patineur d'ailleurs. Donc basket obligatoire je dirais. Et puis c'est vrai quand on a été baigné dedans et quand tous les week-ends on est dans une salle de basket, automatiquement bon voilà on est un petit peu influencé quand même. Passé par le pôle espoir d'Alsace puis formé au Mans là où il signe pro, Peter se distingue très vite. Sa polyvalence à l'intérieur et son potentiel lui vaudront le statut de grand espoir du basket français. Élu meilleur jeune de pro en 2015, la confirmation a ensuite mis du temps à arriver. Peu de pression je dirais la première année parce que c'était surtout en fait la pression quelque part de bien faire, mais voilà, tu arrives en pro, tu connais pas encore ce niveau-là, ce monde-là et t'as rien à perdre en fait, tu vois, t'as 19 ans, bon voilà on te met sur le terrain mais t'as rien à perdre à cette époque-là. Je n'avais pas non plus l'éthique de travail pour mettre cette pression en fait du bon côté je dirais. C'est-à-dire que je prenais toute la pression dans la tête et puis je me disais voilà au match il faut que je performe et puis c'est tout, plutôt que de me mettre cette pression en me disant bon voilà travailler justement pour progresser et puis avoir conscience en fait si tu veux de cette marge de progression que j'avais encore. Donc voilà ça m'a fait défaut, ça c'est sûr. Quelques années plus tard quand j'étais à Pau par exemple où là il y a vraiment eu un gros switch où j'ai compris pas mal de choses et là pour le coup ça venait de moi quoi, tu vois. Donc, et c'est ce qui a fait la grosse différence d'ailleurs après. Hein. Drafté par Denver en 2016, il y signe un two-way contract 5 ans plus tard suite à une grosse saison avec Pau. Le travail paye, direction la Grande Ligue, mais Peter n'aura pas vraiment sa chance et jouera le plus clair de son temps en G-League. La deuxième division américaine ne lui convient pas, alors retour en Europe, et rien de mieux que le Real Madrid pour goûter à l'Euroleague et la remporter. En quête d'un rôle important sur le vieux continent, l'Alsacien a posé ses valises cet été à Monaco. Je pense qu'il fait partie clairement de ceux qui travaillent le plus. Toujours là,
très très constant dans son travail, donc ça a son image. C'est quelqu'un de très très rigoureux. Des fois on veut qu'il se décoince un peu, mais Peter c'est quelqu'un il a 28 et disons que dans sa tête il a peut-être 38 ou 39, il a peut-être 10 ans de plus. Donc, mais au contraire, je pense que c'est très positif et c'est ce qui le rend très mature. Justement, il arrive très très vite à prendre du recul sur les choses et à rester centré sur ce que lui doit faire. Et ça, je pense que il le doit à cette certaine maturité qu'il a et qui font de lui ce qu'il est. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 choses qui m'ont permis de passer de la Pro A à l'Euroleague en passant par la NBA en l'espace de 1 an. Je me suis imposé vraiment un petit rythme de vidéo, on va dire, pour essayer de partager un petit peu le quotidien, d'être un basketteur professionnel, d'être sportif de haut niveau, etc. Comment ça se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à ça, qui veulent justement devenir basketteur pro, qui veulent devenir footballeur pro, professionnel, peu importe. Créer un game plan est la première étape pour atteindre un objectif. Donc prends ta feuille, écris tes objectifs et mets en place des actions simples à réaliser chaque jour. C'est important, je pense, de donner aussi un petit peu ce qu'il faut déjà d'une pour y arriver, mais aussi en quoi consiste finalement ce métier dans la vie de tous les jours. C'est une vie forcément qui a énormément d'avantages, mais qui a aussi forcément certains inconvénients. C'est important, je pense, de pouvoir partager ça à la communauté et puis d'échanger là-dessus. Et l'exemplaire Peter Corneli sera sur le parquet de Gaston Médecin mercredi avec ses coéquipiers pour la réception du Panathinaikos en Euroleague. Le club grec a battu l'Asvel lors de la dernière journée. Les Monégasques restent sur une défaite face à Fenerbahçe. Les déclarations d'avant-match seront à découvrir sur notre antenne dans notre JT de demain. Place à présent à votre rubrique « Ceux qui font Monaco ». Aujourd'hui, nous vous retrouvons Christine Datomel du côté de Fontvieille. Vous avez choisi ce soir de mettre en lumière une enseigne de restauration rapide. Oui, ouvert depuis 16 ans déjà en principauté, l'Anka est niché dans un petit coin de verdure de Monaco. Ici, on aime manger sur le pouce, mais ce qu'on aime surtout, c'est leur kebab. Tout a commencé en 2008, en fait, il y a 16 ans, bientôt 16 ans. Il fallait répondre à une demande de la pause déjeuner à Fontvieille. Avec ma mère elle a le restaurant, donc le Barbajan. On avait le local à côté, on a réfléchi et on s'est dit pourquoi pas ouvrir un kebab. C'est vrai qu'il y a 16 ans, il fallait oser, offrir, on va dire, cette diversité au niveau du snacking, de la street food. Et ça a super bien marché dès le premier jour. Donc on ne fait pas que le kebab, on fait aussi les américains. Il y a aussi les falafels qui sont une spécialité végétalienne. Donc maintenant, le vegan, tout ça, c'est très tendance. Mais il y a 16 ans de ça, les gens me regardaient quand même avec des yeux, me disaient mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'était que des produits nouveaux, voilà, les falafels, les américains, les sandwichs vraiment très copieux, dans une demi-baguette avec frites ou sans frites, c'est vous qui choisissez. La sauce aussi de votre choix. Et tout ça dans une cuisine ouverte, en cuisson minutes. Et le plus rapidement possible, on vous sert. Et toujours avec le sourire, très important. Et alors, qu'est-ce qui marche le plus? On va dire le kebab. C'est vrai que les gens sont très très fans de ça. C'est rapide, c'est bon. On peut vraiment agrémenter à toutes les sauces qu'on veut. Ceux qui aiment piquant, ceux qui n'aiment pas. La viande est halal, donc c'est vrai qu'on répond vraiment à une demande d'un maximum de personnes. Pas que les jeunes, c'est vrai qu'on peut croire que c'est les jeunes, mais moi je vois des gens du quartier, il y a même des personnes âgées qui viennent chercher leur kebab 1 à 2 fois par semaine, ils se font plaisir. Voilà. Alors on peut prendre à emporter, mais on peut manger sur place également. Oui, après c'est vrai que les pendulaires, tous ceux qui travaillent sur Monaco, c'est vraiment notre cœur de cible. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour manger, donc ils viennent, ils commandent. Nous on essaye de les servir le plus rapidement possible. Ils prennent à emporter. Après, on est dans un super cadre, il y a la nature, il y a les parcs à Fontvieille, c'est super. Donc ils peuvent manger dans un banc, voilà, c'est très très sympa. Vous l'aurez compris, l'Anka privilégie le savoir-faire et surtout la fraîcheur du produit. Ici, ce sont pas moins de 100 kebabs par jour qui sont vendus, soit 25 kilos de viande. L'Anka vous accueille du lundi au vendredi, dès 8 h du matin et jusqu'à 16 h.
Et retrouvez également ceux qui font Monaco en podcast. 3 nouveaux invités sont désormais disponibles sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Kika Prête, directrice artistique de la marque APM Monaco, l'ancien directeur de l'Opéra de Monte-Carlo Jean-Louis Grinda et le guitariste youtubeur Florent Garcia se sont confiés tour à tour au micro de Geneviève Berthy. Ils viennent compléter une longue liste de personnalités qui ont tous un lien avec la principauté. Rejoignons Christinda Thomel qui est en plateau avec nous pour vos prévisions météo. Christinda, quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain sera une journée ensoleillée, les températures monteront jusqu'à 15 degrés et il soufflera une légère brise tout au long de la journée. Le soleil se lèvera à 7h57 et se couchera à 16h56. Demain, nous fêterons les urbains. Merci Christinda et merci à vous de votre fidélité. On se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali qui a assisté dimanche à la belle journée de rugby au stade Prince Héréditaire Jacques et qui s'est clôturée par les victoires de l'équipe Fagnon et des espoirs de l'AS Monaco. Les Monégasques trônent d'ailleurs en tête du championnat de Fédéral 2 à égalité de points avec l'US Montmélian. Excellente soirée à tous et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.